on pourrait intituler ce Kusen le bol vide. Pourquoi? Parce qu'on cherche toujours à comprendre l'absolu, le vide du bol, avec l'œil du relatif. Le bol et sa fonction, par exemple. Mais comprendre l'absolu avec l'œil du relatif n'est pas possible. C'est le sens même du zen. Le zen ne méprise ni l'absolu, ni le relatif. Car l'un n'a pas de sens sans l'autre. D'où ce concept de shunyata. Shunyata, c'est le concept qu'on trouve dans le Sutra de la Grande Sagesse, avec cette fameuse phrase Shiki Zokuse Ku, en japonais, Ku Zokuse Shiki. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme sans vide, ni de vide sans forme. Pas de ku sans shiki, ni de shiki sans ku. Shunyata n'est pas un vide vide, ce qui serait traduit par void en anglais. C'est pas une absence totale, mais la forme indépendante, interdépendante et impermanente. Autrement dit, vide de réalité intrinsèque. Il y a des formes, mais ces formes sont vides de réalité inhérente, ontologique, on pourrait dire. Ces formes n'existent que par le jeu de l'interdépendance et de l'impermanence. Elles n'ont pas de substantialité, et en ce sens, elles sont vides. Mais ce n'est pas un vide vide. La gauche sans la droite n'a pas de sens, de la même façon. Et l'absolu sans le relatif non plus. Même si on fait, la plupart du temps, si on ne parle pas de l'absolu, si on reste dans le relatif, dans le conventionnel, il n'empêche qu'une vue correcte du monde, une vue correcte des formes, inclut l'absolu. C'est-à-dire le fait que les formes n'ont pas de substantialité propre. L'absolu sans le relatif n'est pas complet. L'absolu sans le relatif est vide de compassion, par exemple. Et le relatif sans l'absolu est vide de sagesse, vide d'une compréhension correcte. D'où la pratique. La pratique n'est pas la poursuite d'un objectif, mais l'intégration de l'état naturel dans le quotidien. L'état naturel, c'est cet état qui inclut à la fois l'absolu et le relatif. C'est cet état de réalisation naturelle. Ce que dans d'autres traditions, dans le zen par exemple, on appellerait satori. Ou dans le bouddhisme, on appellerait la nature de Bouddha. Ça, c'est une compréhension correcte et complète du monde. Mais tant qu'on n'a pas cette vue avec un V majuscule qui inclut la compréhension et la réalisation, tant qu'on n'a pas cette vue, on est endormi. Ce que les bouddhistes appellent, on est dans l'ignorance.
mais à un moment, il est possible qu'on se réveille. Le problème, c'est qu'au réveil, on est encore embué par le sommeil et les habitudes. On a pu se réveiller, mais le monde, lui, le monde dans lequel on se réveille, est encore en train de rêver. Et il nous emporte dans son sillage onirique avec ses codes, son langage et sa conception de la vie comme une suite d'actes strictement motivés par l'utilité et l'intérêt. On est formaté depuis tout petit à cette conception arbitraire de la vie comme une suite d'actes motivés par l'utilité et l'intérêt. On n'a pas été formaté à concevoir une vie libre d'utilité et d'intérêt. Et donc c'est un biais important dans la réflexion et dans la démonstration. Dans la perspective relative, par exemple, cette fois, il est vrai que le temps, puisqu'on parlait de temps l'autre jour, le temps semble exister. Il y a des besoins, des émotions, des mémoires, des efforts et des découragements. Et la pratique est là pour nous inviter à vivre l'illusion, donc le rêve, avec lucidité. Et donc avec paix. Il y a deux sortes de rêves. Il y a le rêve habituel où on est complètement embarqué dans le rêve et où le rêve devient notre réalité indiscutable, où on est des individus individualisés dans un monde extérieur, même si c'est le rêve. Ça, c'est le type le plus habituel du rêve. Et puis il y a aussi le rêve où parfois, notamment lorsque, au petit matin, on devient lucide tout en rêvant. On sait que l'on rêve. On ne peut pas forcément intervenir sur le rêve, sauf avec une très grande pratique, mais on sait que l'on rêve. C'est ce qu'on appelle le rêve lucide. Et l'éveil, ce qu'on appelle l'éveil, le satori, c'est quand le rêve devient lucide. Parce que on prend le rêve comme exemple, mais la vie quotidienne, si elle n'est pas attentive, est une forme de rêve. Ce n'est pas la réalité. C'est notre version logique et intellectuelle de la réalité. C'est un monde parallèle. Mais il arrive que dans ce monde parallèle, il y ait une forme de lucidité, c'est ce qu'on appelle le satori. Ce n'est pas fuir le rêve, mais ce rêve devient lucide. On ne fuit pas le relatif, donc ce rêve, au nom d'un absolu. On ne se fixe pas non plus sur le relatif exclusivement, en voulant oublier l'absolu, car on sait que ce relatif n'a rien de substantiel. Et n'ayant rien de substantiel, il est lui-même absolu. C'est pourquoi la pratique n'a de sens que dans le mariage de l'absolu et du conventionnel. Dans Shunyata. Le bol est vide. Le bol, c'est le conventionnel, c'est ce qu'on pense être la réalité solide. Ce bol est vide, mais on peut boire dedans.
Ce qui fait qu'il a une fonction. Donc s'il a une fonction, c'est qu'il n'est pas vide. C'est parce qu'il est vide qu'on peut boire dedans. Ceci pour illustrer qu'il y a ce mariage de l'absolu et du conventionnel. Par ailleurs, le danger serait de considérer l'éveil, donc le satori, comme un résultat spectaculaire. Du point de vue de l'éveil, c'est simplement le retour à la normale. Si on se place du point de vue de l'éveil, l'éveil c'est la base, c'est la normale, c'est la normalité. Quelqu'un de normal est éveillé. Quelqu'un qui dort est dans l'illusion. Donc du point de vue de l'éveil, ce qu'on appelle le satori est simplement le retour à la normale. Ce sont les gesticulations pathétiques de l'ego qui sont spectaculaires. Mais ce n'est pas l'éveil qui est spectaculaire. Les shadoks, par exemple, sont spectaculaires, mais pas l'éveil. L'éveil est juste caché par le chercheur. C'est le fait de chercher le satori qui cache le satori, puisque le satori est la condition normale, qui n'a rien demandé à personne, qui est là à la base. C'est comme le silence, le silence et le bruit, par exemple. On ne peut pas chercher le silence, on peut seulement retrouver le silence, puisque le silence, c'est la base avant qu'il y ait le bruit, avant que le silence soit recouvert. Comme disait Mozart, la musique, c'est l'art d'organiser le silence. Ce n'est pas forcément ces termes, mais c'est un peu ce qu'il voulait dire. Parce que là, on parlait du chercheur, mais c'est le chercheur qui se pose des tas de questions. Et qui, se posant des tas de questions, va cacher le réel. Il se pose la question de savoir pourquoi il ne reste pas dans cet état naturel, puisque c'est son état naturel. Et là, c'est la question piège. Parce qu'en réalité, nous restons bien dans cet état naturel, nous sommes effectivement et de façon permanente dans cet état naturel, simplement parce qu'on ne peut pas être ailleurs que dans cet état. Cet état, c'est simplement les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas être ailleurs que dans les choses telles qu'elles sont. Nous sommes nous-mêmes partie des choses telles qu'elles sont. De même qu'on ne peut pas être ailleurs que maintenant et ici, à moins d'être reparti dans le rêve. Mais même le rêve serait encore les choses telles qu'elles sont, serait encore l'état naturel, ici et maintenant. Ici et maintenant dans l'illusion. Il n'y a pas d'autre possibilité que ici et maintenant, il n'y a pas d'autre possibilité que les choses telles qu'elles sont. Mais le mental a pris pour habitude de se distancer des choses telles qu'elles sont, de se distancer de l'état naturel, autrement dit de s'individualiser. Il a pris l'habitude de se rendre spécial et individuel. L'habitude du mental, qui est l'outil de l'ego, est de saisir, d'interpréter et de se singulariser par des exploits, des possessions ou des drames. Il va fabriquer des drames. Il va fabriquer des situations compliquées qui vont lui donner l'occasion de se manifester. Mais comme on ne peut pas posséder l'évanescent, puisqu'on a vu que toutes les formes étaient évanescentes, elles n'étaient pas
solides, elles étaient interdépendantes, impermanentes. Comme on ne peut pas posséder l'évanescent, eh bien, l'ego en conçoit une grande frustration que les bouddhistes appellent dukkha. Dukkha, c'est l'inconfort ou la souffrance. Voilà, c'est pourquoi le rêve ne s'arrête pas, parce qu'il est pris dans un cercle vicieux. Mais dans notre pratique, il ne nous dupe plus. Pourquoi? Parce qu'on est lucide. Il y a bien ce rêve, il y a bien ce dukkha, cet inconfort, et pourtant, il ne nous dupe plus. On continue de manger, respirer, parler, méditer, parce que c'est la danse du monde. L'éveil ne supprime pas le monde, il le libère de son illusion. Autrement dit, on vit exactement comme avant, dans le rêve, sauf que cette fois, on est lucide. Et on ne se laisse plus duper par le rêve. Le tigre peut hanter nos rêves, mais il ne nous fait plus peur dès lors qu'on a réalisé qu'il était en papier. Et puis il y a aussi la sempiternelle question de la conscience. Est-ce que la conscience est extérieure ou, par exemple quand on parle de conscience universelle, ou notre propre production cérébrale? Autrement dit, il faudrait plutôt parler dans ce cas-là d'une impression de conscience. Mais s'il n'y a pas de temps, il ne peut pas y avoir de conscience. Puisque la conscience, c'est la comparaison d'un instant précédent avec un instant actuel. Mais cette comparaison n'est pas possible puisque le temps n'existe pas, est une illusion. Donc la question est peut-être mal posée. Parce qu'alors, qui serait conscient? Si on dit « moi », alors nous sommes encore dans l'illusion d'un quelqu'un existant en soi. Quelqu'un qui existe en soi dans la durée, réifié. Et si on dit « personne », à ce moment-là, c'est que la conscience est un objet métaphysique distinct. Certains avancent que dans cette vacuité impersonnelle, il y aurait un regard, une sorte de miroir, et que ce miroir serait en mesure de voir. Il verrait même qu'il n'y a rien à voir. Ce serait la vacuité qui se reconnaîtrait elle-même à travers la forme, par exemple. Sauf que la vacuité n'est pas une chose. Dire que la vacuité est réflexive et consciente pourrait être un pas de trop, compte tenu de ce qu'on vient de dire. Bref, concernant Zazen, ce n'est pas une contradiction d'inviter à la pratique tout en reconnaissant que dans l'absolu, il n'y a rien à pratiquer. Le zen ne dit pas qu'il faille méditer pour être éveillé, il invite plutôt à la non-saisie, à la disponibilité, à l'ouverture, sachant que l'éveil, le satori, ne peut survenir que dans la non-attente. On continue de s'asseoir chaque jour ou de ne pas s'asseoir chaque jour, selon les options de chacun, non pas pour obtenir quoi que ce soit, mais pour maintenir la réalisation qu'il n'y a personne
pour se poser la question de s'asseoir ou de ne pas s'asseoir. Je répète, on continue de s'asseoir chaque jour ou de ne pas s'asseoir chaque jour, non pour obtenir quoi que ce soit, mais pour maintenir la réalisation qu'il n'y a personne pour se poser la question de s'asseoir ou de ne pas s'asseoir, de pratiquer zazen ou de ne pas pratiquer zazen. La question du zazen tombe d'elle-même, comme une feuille d'automne. La question ne se pose plus. C'est ce que les Chinois, dans le taoïsme ou dans le Chan, appellent Wu Wei, c'est-à-dire l'acte sans effort. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la question du bol vide.